On nous dit de prendre notre place et de nous montrer tels que nous sommes. Et dans l'absolu, je pense que c'est l'envie que nous avons toutes. Mais ce n'est pas aussi simple et un peu malgré soi, on peut rapidement se trouver à porter un masque, à se suradapter à des choses qui ne nous conviennent pas et finir par se demander mais en fait, où est ma place? Et c'est vraiment de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, de partager avec vous mon parcours, mon expérience et comment je me suis construite avec cette sensation d'avoir souvent été trop. Et puis comment ça a tellement attaqué mon estime de moi que pendant trop longtemps j'ai adapté mon message, j'ai fait des concessions sur mes désirs, j'ai endossé une image qui n'était pas complètement moi, tout simplement à cause du besoin de plaire pour ne pas être jugée. Mais aussi comment je me suis finalement réveillée pour redevenir entière. Cette vidéo, elle ne sort pas maintenant par hasard puisque vous allez constater, ou vous avez déjà commencé à le faire, que mon univers professionnel, aussi bien au niveau du design que des offres, va beaucoup évoluer pour refléter cette nouvelle partie de moi qui va maintenant pleinement vivre. Et j'avais aussi envie de vous dire pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de moi, mais aussi plus largement de la perspective neurosomatique profonde, de pourquoi nous nous coupons parfois de qui nous sommes, et puis comment on retisse la sécurité intérieure pour s'autoriser à être. C'est d'autant plus important qu'on entend tellement de personnes nous dire « mais vas-y, ose, mais fais comme tu veux, mais sois toi ». Et sur le papier, c'est beau, c'est vraiment beau. Mais en réalité, ce n'est pas si facile. Et vous allez comprendre pourquoi. Moi, je suis une personne qui a souvent eu du mal à trouver sa place parmi les autres. Parce que quelque part, j'ai vécu une vie souvent différente, souvent en décalage avec les autres. Déjà, j'ai grandi avec une mère extrêmement toxique, donc ça m'a obligée à grandir très très vite. Donc je ne me sentais pas à ma place avec les personnes de mon âge, parce qu'on ne se comprenait pas, parce qu'on ne ressentait pas les mêmes choses, parce qu'on ne vivait pas la même réalité. Et je me souviens qu'on a toujours salué ma maturité hors norme lorsque j'étais enfant. Mais c'était surtout que je n'avais pas eu le choix de devenir comme ça. Et je pense qu'il faut le voir, ça aussi. C'est que souvent l'enfant très mature et très en avance le fait parce que, quelque part, c'est sa stratégie de survie. Et puis j'ai eu très tôt aussi des responsabilités que les autres n'avaient pas. Moi j'avais 11-12 ans et pendant que mes amis sortaient jouer dehors, eh bien, je devais élever ma sœur parce que j'avais une mère qui était défaillante et qui avait d'autres choses à faire de sa vie que s'occuper de ses enfants. Et puis quand j'ai eu 18-19 ans, qu'enfin j'étais indépendante, eh bien, je devais travailler énormément à côté de mes études pour survivre, pouvoir me nourrir, me loger, je n'avais d'aide de personne. Et donc quand vous êtes trop différent des autres, eh bien on commence à vous définir. Donc j'étais trop sérieuse, trop occupée, trop distante. Il y a eu des moments comme ça dans ma vie qui m'ont profondément marqué, des amis qui m'ont dit « mais tu vois, tu as trop de problèmes en fait et on préfère peut-être te laisser vivre ça seule, etc. » Donc beaucoup de solitude et c'est vrai que je m'étais renfermée sur moi parce que autour de moi, personne ne pouvait vraiment comprendre ce que je vivais. Et je pense aussi que les gens n'aiment pas les problèmes et on peut les comprendre. Je comprends tout à fait qu'on puisse vouloir se tenir éloigné des difficultés des autres quand dans sa vie, ça va plutôt bien. Et puis tout au long de ma vie, le trop est revenu. On m'a souvent qualifiée de trop froide, trop directe, parce que je suis comme ça. Je suis une personne qui prend le temps d'observer, je suis une personne qui prend le temps de ressentir les autres. Et ça fait partie de moi, mais pendant longtemps, j'ai cru que c'était un problème d'être comme ça. On m'a aussi qualifiée de trop apprêtée, trop réaliste. Ou alors, on m'a aussi qualifiée de pas assez souriante, pas assez avenante, pas assez simple, etc. Et vous voyez, à force de l'entendre, eh bien, j'ai fini par y croire et par me demander, mais qu'est-ce qui cloche chez moi ? À force de l'entendre, j'ai fini par acheter des vêtements plus simples pour ne pas déranger les autres. J'ai fini par avoir honte de mes jolis sacs de créateurs. J'ai fini par me forcer à faire de grands sourires et à entamer la conversation avec des gens qui en réalité ne m'intéressaient pas vraiment, mais juste pour qu'on me juge sympa. En fait, j'ai fait ce pourquoi nos cerveaux sont faits, je me suis adaptée. Et donc on s'apprend à ne pas déranger, à lisser ses angles, à rétrécir sa lumière pour ne pas prendre trop de place. Et sans s'en rendre compte, eh bien, on s'éloigne de soi, on s'éteint, on se coupe de la créativité, de l'abondance, de l'envie, parce qu'on sent bien qu'on fait les choses qui ne sont pas vraiment le reflet de soi. Et plus tard, quand je me suis formée à la neurologie appliquée, j'ai vraiment rencontré un nouveau paradoxe dans ma vie parce qu'une partie de moi brûlait d'envie de partager cette approche, de la vivre pleinement. Mais une autre partie, celle qui depuis 2014 s'était fait connaître en ligne grâce à la spiritualité,
eh bien, ne savait pas comment continuer à exister. Parce que si vous connaissez un peu mon parcours, vous savez que je suis une ancienne juriste, je suis aussi une médium. En 2014, j'ai quitté ma vie à Paris, j'ai lancé Prana Canal, ma plateforme de développement spirituel, et ça a été le centre de ma vie pendant de très longues années, jusqu'à ce que j'en vienne à la neurologie appliquée. Donc je me suis retrouvée un peu entre deux eaux à me demander, mais comment je fais? Parce que moi j'étais Angela, la formatrice en spiritualité, celle qui guide les gens à se connecter à leur âme, à leur mission de vie, etc. Et aujourd'hui je suis Angela, qui est certifiée en neurologie appliquée. Donc je ne savais pas très bien comment faire, alors sans m'en rendre compte, eh bien, j'ai créé une version de moi plus lisse, plus acceptable, une Angela 100% éducative et sérieuse. C'est aussi qui je suis, mais pas que. J'ai mis de côté ma sensibilité, mon intuition, etc. pour me dire, eh bien, si je parle de neurologie appliquée, on attend de moi que je sois sérieuse, lisse, que je fasse sérieuse. Et pourtant, c'est vraiment cette union entre la neuroscience et la spiritualité qui fait ma singularité. Et c'est aussi ce que les gens viennent chercher chez moi. Mais j'avais peur qu'en étant pleinement moi et en laissant coexister ces deux facettes, eh bien, je perde en crédibilité, que je sois jugée. Et un jour, eh bien, j'ai eu un électrochoc. Lors d'un événement professionnel, un intervenant parlait du cerveau en se présentant comme un expert un peu neurosciences. Et il a dit une énormité, mais vraiment une erreur de base qui attestait simplement qu'il ne connaissait pas grand-chose au fonctionnement du cerveau. Et pourtant, tout le monde l'écoutait avec admiration. Et moi, je suis restée quelque part un peu sidérée et je me suis dit, Angela, mais réveille-toi, quoi. Toi, t'es formée, tu sais ce que c'est vraiment que le système nerveux, tu sais vraiment ce que c'est que le cerveau. Tu ne fais pas partie de ces coachs qui parlent de système nerveux et de neuroplasticité parce que c'est un peu le nouveau sujet à la mode, mais qui ne comprennent rien à ce qu'il y a derrière. Toi, tu es une vraie experte. Et pourtant, ce n'est pas toi qui es sur cette scène maintenant. Et ça a été vraiment un éveil, en fait. Un éveil en me disant, punaise, mais... je ne prends pas ma place, alors que pour le coup, ma place est légitime, parce que mes connaissances et mon expertise sont légitimes et toutes prouvées. Et ce jour-là, j'ai vraiment compris, mais je l'ai compris dans le corps, je pense qu'avant je l'avais compris dans la tête, mais là je l'ai compris dans le corps, que les plus visibles ne sont pas forcément les plus compétents, ce sont juste les plus audacieux. Ceux qui ont décidé que l'expertise est ce qu'on doit voir d'eux, même si c'est du bluff. Et là, je me suis demandé, mais pourquoi je ne prends pas plus de place? Pourquoi je ne m'impose pas davantage? Pourquoi je ne suis pas comme ces personnes qui arrivent en disant, c'est moi le meilleur ou la meilleure, c'est comme ça, et quelque part qui arrachent un petit peu leur succès, mais qui l'imposent, et personne ne vient remettre ça en question. Et je me suis dit, pourquoi? Et vous savez, ça m'a ramené à mon histoire de trop. Si je jouais plus petit que ce que je devais, c'était par peur d'être jugée. Par peur d'être encore rejetée, d'être encore mise dans une case. Alors j'ai choisi la discrétion pour ne déranger personne. Mais en ne dérangeant personne, j'ai pas pris ma place. Et ça, je le vois aujourd'hui chez presque toutes les femmes que j'accompagne. Elles aussi, elles se sont adaptées, lissées, coupées d'elles-mêmes pour être aimées, pour être reconnues, pour être acceptées. Et à force de donner aux autres ce qu'ils attendent, eh bien elles arrivent à 40 ou 50 ans épuisées, déconnectés de leur désir, de leur plaisir, de leur essence. Parce que quand on ne prend pas sa place, on réussit peut-être, mais jamais à la hauteur de son réel potentiel. Parce que les gens ne reçoivent pas votre puissance, ils reçoivent une version filtrée, contrôlée, présentable. Et c'est violent, parce que c'est vraiment une forme d'autocensure. On muselle les parties de soi qu'on croit trop, pour survivre dans un environnement qui est perçu comme menaçant. Et c'est là que je veux vous amener. Parce que ce que personne ne vous dit, c'est que cette adaptation, elle n'est pas mentale. Ce n'est pas une simple question de volonté ou de mindset. C'est vraiment une réponse biologique qui est enracinée dans notre système nerveux et dans notre besoin d'appartenance. Le cerveau perçoit la différence comme un risque. Et tout ce que nous appelons au fond peur du jugement ou peur d'être soi, mais c'est avant tout une stratégie de survie. Quand vous exprimez une part de vous qui n'a pas été validée dans le passé, par exemple votre sensibilité, votre intensité, votre ambition, votre vérité, eh bien votre système nerveux se souvient. Il se souvient des moments où être comme vous êtes
a été dangereux. Dangereux pour le lien, dangereux pour l'amour, dangereux pour l'appartenance. Parce que quoi qu'on en dise, et même si la société nous vend le contraire, l'attachement est un besoin de survie pour le cerveau. L'appartenance à un groupe, la connexion aux autres, le fait de trouver sa place, c'est pas juste du relationnel, c'est une composante de notre humanité. Pourquoi ça? Eh bien parce que depuis toujours, notre cerveau associe appartenance et sécurité. À l'époque des premiers hommes, être exclu du clan signifiait littéralement mourir. Et cette mémoire est restée gravée dans notre biologie. Donc aujourd'hui encore, le rejet social active les mêmes circuits cérébraux que la douleur physique. D'ailleurs, on a vu ensemble, et vous pouvez regarder pour ça ma vidéo sur la honte, on a des circuits cérébraux de la honte, des circuits qui s'allument dès lors qu'on n'agit plus en conformité avec le reste du groupe. Pourquoi? Pour nous aider à rentrer dans le rang et à trouver notre place. Donc, pour revenir à notre sujet, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cortex singulaire antérieur et l'insula s'activent comme si le rejet était une brûlure. Votre cerveau ne fait pas la différence en réalité entre on ne m'aime pas et j'ai mal, c'est une même menace. Et donc face à cette menace, eh bien le système nerveux cherche des stratégies d'adaptation pour vous garder en vie dans le lien. Et il va donc apprendre à s'ajuster, à sourire quand vous avez envie de pleurer, à lisser votre voix, votre posture, votre lumière, à devenir la version de vous qui dérange le moins. Et donc on appelle ça en fait une stratégie de régulation sociale. C'est une réponse automatique où le corps s'ajuste pour maintenir la connexion, même si cette connexion n'est pas bonne pour vous. C'est le même principe en fait que ce qu'on appelle la réponse de faune, dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est-à-dire cette tendance à plaire, à apaiser, à se conformer pour éviter le conflit. Donc ce n'est pas du manque de caractère ni de l'hypocrisie, c'est vraiment une réponse de survie socialement apprise et qui explique d'ailleurs pourquoi les gens vont naturellement se placer derrière la personne qui a le plus d'aura, le plus de force, le plus de soutien, parce que c'est leur propre survie qui en dépend. Et le plus fascinant, c'est que ça ne se passe pas par la pensée. C'est une décision inconsciente. C'est votre système nerveux autonome qui, à chaque interaction, évalue en quelques millisecondes, est-ce que c'est sûr d'être moi dans ce contexte? Et si la réponse est non, eh bien, il va vous pousser à adapter votre ton, votre posture, vos mots, vos opinions. Tout va changer, vos pensées. Tout va se mettre, je dirais, au diapason pour que vous soyez ce qu'on attend de vous et que vous soyez mieux accepté. Mais cette adaptation constante a un coût. Elle consomme votre énergie vitale, elle coupe l'accès à votre créativité, à votre intuition, à votre puissance d'expression. Elle va créer une dissonance permanente entre ce que vous êtes et ce que vous montrez. Et cette dissonance sur le plan biologique, eh bien, elle active le stress chronique. Et ce stress chronique va rendre bien plus difficile tout ce que vous devez faire et entreprendre parce que vous sentez que ce n'est pas vous ou pas totalement vous. Et ça, je le vois chez mes clientes. Parfois, il y a un tel monde entre l'image qu'elles veulent projeter et ce dont elles ont vraiment besoin. Mais il y a cette croyance qu'elles doivent être d'une certaine façon pour être acceptées et pour être regardées. Alors oui, vouloir être soi, c'est noble, mais pouvoir être soi demande autre chose. Ça demande que le corps se sente en sécurité dans cette authenticité. Et c'est là que la régulation entre en jeu. Tant que votre système nerveux perçoit le regard de l'autre comme une menace, vous ne pouvez pas oser par simple volonté. C'est pour ça que la plupart des injonctions du développement personnel ne fonctionnent pas. On ne peut pas juste prendre sa place si le corps est en alarme. On ne peut pas se montrer si le système nerveux est figé dans la peur ou le rejet. Donc le travail, c'est pas de forcer le courage, mais c'est vraiment d'aller restaurer la sécurité interne. Et quand la sécurité revient, quand votre organisme apprend qu'il peut se montrer sans danger, alors naturellement, vous commencez à rayonner. Moi, quand j'ai eu cette prise de conscience à la suite de cet événement professionnel, j'ai ouvert, je pense, un autre niveau de guérison et de puissance chez moi. J'ai regardé toutes les stratégies d'adaptation que j'ai mises en place pour ne pas paraître trop. J'ai accueilli tout ce qui venait avec ça, la honte, la peur. Et quand tout ça a été somatiquement OK, eh bien, j'ai travaillé la capacité de mon système nerveux à être en sécurité avec le fait d'être moi. D'être à la fois une professionnelle certifiée en intelligence neurosomatique et une médium intuitive et spirituelle. Et de me dire que ça, c'est moi, ça, c'est ma force. Et c'est ce que mon cœur
veut de moi et c'est aussi ce que mes clients viennent chercher chez moi. J'ai aussi accueilli ce dont j'avais le plus peur, c'est qu'on me rejette, qu'on ne me trouve pas assez scientifique, trop spirituel ou tout l'inverse. J'ai eu peur qu'on me trouve bizarre parce que j'ai compris que les gens qui projetteront ça sur moi ne sont de toute façon pas celles à qui j'ai envie de parler parce que je suis réellement ce pont entre la science et le sacré. Et donc ce travail que j'ai fait, je parle du travail neurosomatique comme je le propose en INS et qui n'a rien à voir avec méditer mais bel et bien avec le fait d'aller rééduquer le cerveau et le système nerveux pour retrouver la capacité d'être soi, permet la vraie transformation. Et j'aimerais terminer en vous disant une chose. Vous êtes le match parfait pour votre vie. À travers mon expérience et puis celle de mes clients, j'ai vraiment vu, j'ai compris que ce qu'on essaie le plus de faire taire en soi est souvent le plus gros potentiel de croissance qui nous soit offert et c'est souvent ce que j'appelle moi la zone de puissance. D'accord ? Le truc que vous pensez n'être pas assez ou pas assez bien est certainement au contraire ce que le monde a envie de recevoir de vous. Pas tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais je parle de votre clan. Les gens qui ont besoin d'un modèle comme vous, d'un partage comme le vôtre, qui ont envie d'entendre votre expérience, qui ont envie de vous entendre avec votre fragilité, votre vulnérabilité, vos spécificités, votre excentricité. Il y a des gens qui vous attendent, vous. Et quand vous vous acceptez à ce niveau-là, je peux vous assurer que votre vie change. Et si vous êtes entrepreneur, évidemment, la stratégie, l'écosystème sont importants. Mais au fond, ce que les gens achèteront, ce sera toujours vous, votre essence, votre manière d'être. Et donc, au travers, moi, de ce parcours, ce que j'ai compris, c'est que je suis Angela, je suis clivante. Je fais partie des gens qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a rarement d'à peu près. Mais les gens qui m'aiment, m'aiment vraiment. Et surtout que c'est mon parcours, ma façon d'être. Je suis comme je suis, qui font qu'aujourd'hui j'ai cette sensibilité, que j'accompagne les gens comme je le fais, que je les ressens comme je le fais, parce que c'est moi. Et cet aspect-là de moi, on ne peut pas le copier, on ne peut pas le dupliquer. Dans ce monde de fake où tout le monde copie tout le monde, parce que vous êtes vous, vous arriverez à trouver quelque part l'argument différenciant qui fera que, quel que soit à quel point une personne essaiera de s'approprier votre travail ou de le copier, elle ne pourra pas dupliquer votre essence. Donc moi, le travail que je vous invite à faire aussi au travers de cette vidéo, si ça vous parle, c'est d'aller regarder un petit peu de quoi vous essayez de vous préserver. Qu'est-ce que vous essayez de polir chez vous? Qu'est-ce que vous essayez de lisser? Parce que je peux vous assurer que c'est certainement à partir de cet espace-là que vous pourrez construire avec le plus de joie et avec le plus d'impact.